Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur donc la chaîne YouTube de réductioninfo.fr pour ce premier webinaire en compagnie de Thomas Evrard, gérant de la société YouWine et fondateur de la société YouWine. Donc réductioninfo.fr, on a un cabinet de conseillers en gestion de patrimoine spécialisé en défiscalisation et en placement. Et aujourd'hui, on souhaitait vous faire découvrir une offre de placement qu'on peut qualifier de diversification patrimoniale, avec un produit qui est à la fois un actif tangible, assez peu corrélé et assez porteur de promesses de valorisation, puisqu'il y a historiquement quand même des plutôt belles performances, n'est-ce pas Thomas? Exactement. Bonjour à tous, bonjour Bertrand, merci de ton accueil. C'est mon premier webinaire avec toi, même de façon globale, donc je suis ravi d'être là sur cette chaîne et voilà. On y va? Tu veux qu'on commence maintenant? Allez, on y va. Alors on va attaque sur parler YouWine. du YouWine. D'abord, qui sommes-nous? On peut qualifier à la fois de gestionnaire d'actifs, de société d'investissement dans le vin, aussi de détaillants. Pour nous, on est avant tout des négociants, parce que la clé, c'est d'aller à la source, de connaître les produits à la source. Donc, on est négociant, basé à Bordeaux, fier de l'être. Notre métier, donc, c'est de concevoir, de gérer, d'optimiser la cave des particuliers du monde entier, en leur donnant un accès à l'inaccessible, à ces plus beaux vins, voilà. Donc, les vins, les grands crus de Bordeaux, de Bourgogne, et même du reste de la planète. Voilà notre challenge. J'ai fondé YouWine suivant 3 convictions. La première, c'est de prendre conscience qu'il existe des grands crus qui respectent leur héritage et leur histoire, et donc qui présentent une performance naturelle. Pour ça, on peut le schématiser comme ça. Donc, vous voyez sur le graphique le cycle du vin, donc avec les vendanges en septembre de chaque année. Ensuite, la période des primeurs. Ensuite, les vins donc ils vieillissent entre 18 et 24 mois. Ils vont être mis en bouteille, donc ils passent d'un statut primeur à un statut livrable. Ils vont être expédiés dans le monde entier, donc vendus globalement à la GD en France, mais à des grands importateurs à l'étranger. Ensuite, ils vont les distribuer et ensuite on va les retrouver dans les fameux cafés, hôtels, restaurants. Et c'est pour ça que en ce moment, dans les restaurants, vous voyez surtout les millésimes 2015, là il y a beaucoup de 2016 qui vont commencer à débarquer. Donc il faut attendre que ce flux de ce premier réseau de distribution, qui représente quand même 80% de la distribution des grands crus sur la planète, puisse s'écouler. Après, à partir de l'année 5, il y a un deuxième type de clientèle, un peu plus amatrice, qui veut avoir des millésimes plutôt prêts à boire dans sa cave. Donc on parle d'un consommateur particulier qui veut avoir des vins proches de leur apogée. On peut avoir des restos étoilés qui veulent avoir une carte de vin beaucoup plus fournie avec des vieux millésimes. Et donc après, vous avez tout le cheminement inverse. Le particulier qui va voir son caviste à Shanghai, qui lui va questionner son distributeur, qui va questionner son importateur, qui va questionner ensuite la place de Bordeaux, et c'est là où on intervient. C'est à ce moment-là où la performance se fait. Ce modèle économique est la clé de succès des 10 plus gros négociants à Bordeaux. Chez YouWine, on propose d'appliquer ce modèle à des clients particuliers, donc à des gens comme toi, Bertrand, des gens comme moi, parce que moi j'applique ce modèle depuis le millésime 2008, donc à l'ensemble des clients. Maintenant, en termes de performance, comment ça se passe? Donc, ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle la performance naturelle du vin. C'est la capacité du vin à se valoriser dans le temps. Il y a 4 principales caractéristiques. La bonification, c'est vrai que le vin est le seul actif sur la planète qui gagne en qualité avec le temps, naturellement. Donc, grâce à sa caractéristique de bonification, c'est aussi un produit de consommation. Je vous ai expliqué les modalités de distribution derrière. C'est aussi un produit rare à l'origine parce que c'est vrai qu'en primeur, les grands crus, ils ont la chance d'avoir une demande qui est largement supérieure à l'offre. Donc il faut avoir également cet accès et être capable d'acheter les vins à ce moment-là. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est aujourd'hui nos grands crus sont aussi considérés comme des produits de luxe qui permettent de rendre acceptables des prix de transactions élevées, voire très élevées. Derrière ça, comme tout marché, il y a une volatilité. Il y a des effets de mode, il y a des cycles aussi dans le vin, et ça c'est tout à fait naturel. Il y a 15 ans, tout le monde voulait acheter du Belgiel, du Pontet Canet, donc vraiment il y avait une vraie tendance assez tôt de vouloir acheter ces vins-là. Il y a eu aussi la Rothschild qui a été très demandée sur la Chine. Ensuite, de temps en temps, le marché se retourne un petit peu, ce qu'on a pu connaître en 2014, 2015 et début 2016. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à celui qui va acheter le vin, par exemple, en année 3, en livrable, en pensant que
voilà, le vin va se valoriser derrière. Mais si derrière le marché se retourne, et ben il y a un risque important de se retrouver avec des moins-values. C'est exactement ce qui s'est passé en 2014, entre 2014 et 2016. Alors que celui qui a acheté son vin en primeur, donc qui est vraiment notre modèle, au démarrage, dans ces périodes un peu plus compliquées, on a certes une perte par rapport, donc une baisse de performance par rapport il y a 6 mois ou il y a 1 an, mais on reste toujours en positif. Et d'ailleurs, nos track records, nos plus beaux track records ont été faits et investis pendant des années où la conjoncture était moins bonne dans le monde du vin. Et nous, on apportait du positif, alors que ceux qui ont investi dans les livrables, ils étaient en négatif. Alors peut-être une petite question. Alors d'ailleurs, vous pouvez poser des questions sur le chat de la vidéo, n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre en direct, mais n'hésitez pas à poser les questions. Peut-être sur le concept de primeur lui-même, parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que c'est que d'acheter des primeurs, peut-être? Le principe, en fait, c'est d'être le premier acheteur du nouveau millésime du vin à potentiel. Le seul intermédiaire entre le client et le château, c'est nous, c'est UI. Donc on a vraiment un accès direct, un accès privilégié. À partir de là, on sécurise, on a le premier prix d'achat, donc on se sécurise vis-à-vis des effets de marché qu'il y a derrière. C'est quand même dans l'investissement, il faut sélectionner, c'est comme dans l'immobilier, il faut avoir les beaux actifs bien placés, mais aussi le prix d'achat, il faut être capable d'acheter bien. Avec le primeur, on a la garantie du meilleur prix d'achat. Donc on achète moins cher, plutôt avant qu'ils soient mis en bouteille. Exactement. En barrique, tout juste goûté. Exactement. On sait ce qu'ils donnent quand même, on l'a goûté. Alors exactement, les vins sont ceux qui commercialisent le plus tôt, ce sont les Bordelais. Alors il y a le Beaujolais nouveau, mais ça on les sélectionne pas, ça fait pas partie de notre catégorie, mais dans le principe c'est du primeur également. Donc les vins de Bordeaux, la semaine prochaine, tous les professionnels du monde entier vont découvrir le millésime 2018, donc il y a 7-8 mois. Voilà, donc on connaît déjà d'ailleurs sa qualité. Maintenant, on va avoir les experts qui vont le noter. Et après, il y a les prix de vente qui vont sortir à partir de mi-avril jusqu'à juin. Donc ce schéma-là, il ne concerne pas que les Bordeaux, il concerne aussi tous les vins, parce que chaque château va se commercialiser pour la première fois son nouveau millésime. C'est ça la définition que nous on donne chez les primeurs. En dehors de Bordeaux, on appelle ça plutôt des allocations, parce qu'il faut avoir l'accès en fait à ces tarifs-là. Oui, un particulier qui va dans un château proche des primeurs, il oublie Et sur certains domaines, c'est complètement impossible. Et nous, avec notre modèle qui change un petit peu les codes, c'est sûr qu'on apporte on offre cet accès à nos clients particuliers. Donc ça, c'est vraiment notre ADN. Sécuriser le prix d'achat avec une sélection drastique, ces fameux 1%. C'est la base, c'est le démarrage de l'investissement. Il faut commencer par ça. Est-ce que vous avez un chiffre de décote que vous pourrez obtenir via les primeurs par rapport à un prix de lancement d'une bouteille quand elle est mise sur le marché? C'est dépend. Je peux pas donner des exemples comme ça, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il y a sur Internet, on a pris des chiffres qui sont bien plus intéressants dans le sens où nous, on offre en fait les 3 premières années de frais par rapport au prix minimum qui sont demandés par les châteaux. Je peux pas donner un prix comme ça, mais on peut nous questionner là-dessus. Par rapport, c'est quoi? On achète 5% moins cher? C'est 5 à 7,5%. On a même des clients professionnels qui achètent pour plus de 100 000 euros par an. Eux, ils achètent à un prix professionnel. Donc, normal, on les qualifie comme professionnels vu les montants qui sont relativement importants. Donc, avec des décotes encore plus importantes. Je peux donner. En fait, le marché de Bordeaux, les prix de vente sont déjà définis sont imposés. En fait, les prix du vent minimum sont imposés par les châteaux. Quand le château va nous mettre va faire son prix de sortie, donc dans quelques semaines, il va dire je vous vends la bouteille à 100, mais si vous faites du B2B, vous devez le vendre au minimum à 120, voilà, ça s'appelle le prix de revente conseillé, et si vous faites du B2C, vous devez le vendre au minimum à 140. Donc nos clients, il y a une catégorie de professionnels donc, qui sont à 120, on a d'autres, la base c'est 140, et ce qu'on fait c'est qu'on a des codes de 5 à 7,5%, mais qu'on retrouve en fait qui sont la provision pour les frais de gestion dans les années suivantes, ce qui permet de respecter le 140. Auprès des châteaux, ce qui est très important. Voilà comment on fait une décote. En fait, on offre des frais. D'accord. Voilà. Donc le modèle, c'est vraiment l'achat primeur. Aller chercher cette valorisation naturelle. Donc on voit qu'elle commence vraiment à partir de la 3e, 4e année. C'est vraiment, même c'est plutôt 5 à 7 ans. Mais on est également opportuniste. On peut désinvestir avant. C'était le cas l'année dernière. On avait un négociant à Bordeaux qui voulait des carrioles de Lafite 2013. T'es prêt à les acheter sur la place à 220 €. On a dit ok, vas-y, prends-les. On avait une très belle opportunité. Donc c'était la performance qu'on attendait plutôt vers
À la 7e année, donc là, bien sûr, on a sollicité nos clients et ils nous ont tous suivis pour désinvestir. Donc, on peut être également opportuniste, mais bien sûr, ça dépend des marchés, des conjonctures et tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le moyen terme avec entre 5 et 7 ans. Voilà. Donc, conclusion numéro 1, on peut se créer une cave, consommer gratuitement en vendant une partie de ses vins. Moi, j'ai fondé YouWine sur ce principe-là. J'applique ce modèle depuis le millésime 2008, pardon. Donc ça fait déjà 10, j'ai déjà 10 millésimes dans ma cave et ça marche très bien. Deuxième conviction, et là c'est vraiment notre modèle, on parle vraiment de la sortie, on peut changer les codes dans la distribution du vin, on peut apporter autre chose, quelque chose de nouveau, donc on peut apporter de la valeur ajoutée. Et pour ça, nous, le parti pris qu'on a pris, c'est d'aller plutôt dans le domaine du luxe et de considérer le vin comme un produit de luxe. Aujourd'hui, les bouteilles, on les voit sur les tables des restos tournés, les bouteilles bien sûr les grands crus ou chez les belles caves. Mais ce qui est toujours affiché, c'est vraiment la bouteille avec son étiquette. Le château, le domaine est vraiment symbolisé par son étiquette et sa bouteille. Nous, des pichons, c'est quand même entre une bouteille et l'étiquette de pichon, moi je préfère montrer le château, quoi. C'est quand même bien plus sexy, ça a une autre grandeur, et c'est vrai que Pichon Baron, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce château-là qui est absolument magnifique. Donc nous, on le présente à nos clients, on fait des visites aussi, on fait des visites, bien sûr. C'est quelque chose d'essentiel. Ouais. Tous les 2 fois par mois, des tournées château, 2 jours, et donc l'idée c'est d'aller voir, d'être à la fois rencontrer les viticulteurs qui sont derrière, mais également de voir les domaines qui sont magnifiques. Deuxième élément, c'est le packaging. Dans tout produit de luxe, on achète d'abord un packaging. Nous, depuis le millésime 2011, on conditionne nos grands crus que dans des caisses de 3 ou de 1, et bien sûr quelques gros formats à l'unité. Ça représente moins de 2%, ce qui est aujourd'hui mis en caisse par les châteaux. Donc on est vraiment sur la niche, on va vraiment dans ce côté luxe. C'est digital, il n'y a rien de mieux que le digital pour pouvoir raconter l'histoire des châteaux, apporter du riche média, des photos, des vidéos. Donc c'est un outil très puissant, c'est une vraie conciergerie. Bref, poursuivre sa cave, c'est vraiment intéressant. C'est de la technologie. Donc nous on a breveté, on le voit pas très bien sur l'image, mais je vous recommande d'aller fouiller sur notre site et vous verrez cette technologie-là. On a breveté des copoglièges une technologie de copogliège que l'on met dans nos caisses, et qui permet de protéger de façon absolue nos bouteilles sur le transport. Grâce à ça, on a disrupté toute la logistique du vin, parce que le circuit traditionnel, il met 1 mois et demi pour livrer le particulier dans le monde. Nous, on met 7 jours. Et ça, c'est une innovation brevetée, c'est ça? C'est breveté, un brevet international. C'est-à-dire que grâce à YouWine, on est capable de Bordeaux de livrer le particulier en 7 jours. Et grâce à ces technologies. On en a une, je ne sais pas si on peut la montrer, c'est peut-être un peu compliqué avec la caméra. Je ne sais pas si on voit bien. Attention. Voilà, des copeaux de liège. Vous voyez, c'est impeccable. En plus, c'est assez marrant d'utiliser des bouchons usagés finalement pour. Alors, ils sont pas usagés, parce qu'on ne pouvait pas à cause du risque notamment contre le TCA, parce qu'il y a le fameux bout de bouchon que l'on trouve. Donc c'est un bouchon qui est traité, qui sort d'un fabricant de bouchons très 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 reconnu. Donc on est obligé, mais j'aurais bien aimé avoir un liège recyclé. Par contre, on est sur une matière qui est complètement écologique, qui est réutilisable en plus derrière, qui s'adapte à toutes les formes de bouteilles, parce que quand on a les bouteilles de Bourgogne ne sont pas les mêmes que les Bourgognes, que les gros formats. Donc ça, c'est vrai que c'est absolument génial. Donc on remplit juste le vide avec ça. Nous on l'a industrialisé chez nous depuis avril, depuis 1 an, tout rond, d'avril de l'année dernière. On a eu 220 expéditions dans tous les pays du monde. On a eu 0 casse. C'est juste incroyable. Ouais. Voilà, donc avec de la technologie et également d'autres innovations. Ce qu'on voit sur l'écran, c'est un petit livret qui, ceci on aurait pu le montrer aussi, qui comprend un code d'accès. Donc les gens achètent ce livret, ils peuvent l'acheter sur notre site. Donc c'est vraiment un produit cadeau. Et l'idée, c'est que le montant d'achat de ce produit, de ce livret, va être crédité sur notre application mobile, et donc la personne qui reçoit le livret va pouvoir acheter des vins. Donc en fait, ce livret, c'est la même chose que les caisses de vin. C'est un voucher en fait et pour des distributeurs luxe qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de licence de distribution de vin, et qui aussi n'ont pas la volonté d'avoir des contraintes, parce qu'une caisse de vin avec la bouteille, il y a des conditions de stockage qui sont importantes derrière, d'assurance et tout, ça leur permet de vendre du vin sans avoir le vin. Et notre premier partenaire qui commercialisait ça, qui distribuait ça, c'était la compagnie aérienne Cathay Pacifique. Et t'imagines pas les retours que l'on a. On a un panier moyen à 8 000 € grâce à ces étrangers, donc 8 000 € clients qui achètent les vins de nos clients investisseurs via notre app. Donc c'est juste incroyable.
On est en plein boom là-dessus, on est en train de monter notre filiale qui sera créée dans un mois à Shanghai. Bon bref, on a les yeux rivés sur l'Asie. Vous voyez. D'ailleurs, tu parles du stockage. Il y a un point qui est intéressant quand même, peut-être à détailler, c'est qu'au niveau du stockage, c'est stocké dans des entrepôts professionnels. C'est ça, les vins sont conservés dans des conditions qui garantissent que celui qui l'achète, il sait que ça n'a pas été mis au soleil. Alors ça, c'est la clé de tout, avoir la traçabilité au niveau transactionnel, mais également au niveau des flux logistiques. Tout est, on passe, que ce soit les transports, c'est réalisé par des professionnels du vin, et les entrepôts, c'est des professionnels du vin. Donc toutes les conditions sont absolument optimum. Et l'assurance, c'est couvre la valeur marché aussi des biens. Donc c'est quelque chose qui marche. Et c'est permet aux particuliers de revendre sous le réseau professionnel, alors que s'il le gardait chez lui. Et de revendre en meilleures conditions, parce que un particulier qui a ses bouteilles, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où viennent les bouteilles, on ne connaît pas les conditions de stockage. Donc de tous les cas, un particulier qui a ses vins chez lui revendra dans des conditions bien plus dégradées par rapport à nous. On parle quand même de 30% de décote. Ça peut aller jusque là. C'est un risque pour celui qui l'achète, si la personne va stocker n'importe comment. Et il y a un autre élément, on en parlera tout à l'heure, c'est la TVA aussi. Tu sais qu'il faut être en suspension de taxes sur l'achat et la détention, sinon le client il perdrait également son montant de TVA lors de la revente. Donc c'est dommage de perdre. Bon bref, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc on peut apporter de la valeur ajoutée, on peut se différencier, on peut apporter plus que cette valorisation naturelle avec ces différents ingrédients que l'on a derrière. Et ça, c'est une vraie différenciation qui nous caractérise chez EY. Dernière conviction, le vin est un produit passion, on peut donner du sens en investissement. Le mot investissement, je vais trop vite. Le mot investissement est banni par les châteaux. Ils supportent pas les spéculateurs. La raison est simple, c'est parce qu'un château, il fait du vin pour que sa bouteille soit vue. C'est ce qu'il veut. Et nous, on a compris ça, on a respecté cet engagement, ce qui fait qu'on est peut-être la seule société d'investissement dans le vin qui arrive à avoir des allocations incroyables au sein des domaines. Parce que nous, c'est soit un client en particulier qui achète des vins en primeur. Au bout de 5 ou 8 ans, soit le client nous dit livrez-moi la bouteille est bue, et en plus on a attendu que le vin soit proche de son apogée de consommation pour qu'elle soit bue, donc le domaine et le château est valorisé. Soit il met à disposition, donc c'est toujours ce client investisseur, la bouteille auprès pour la revendre auprès d'un consommateur, et en l'occurrence c'est Wanting, cette chinoise qui est à côté. Donc on arrive vraiment, on a un modèle qui est absolu, qui est complet. La finalité, c'est la consommation, et c'est ce qu'on aime aussi, c'est boire les vins. Il y a un modèle également que vous proposez qui est assez intéressant, c'est celui de constitution de cave, en revendant à terme le capital à hauteur du capital pour investir dans le millésime de l'année de sortie et distribuer la plus-value sous forme de bouteille. De telle sorte à bloquer uniquement le capital. Tu parles toujours sur le mandat, oui, effectivement. On en reparle tout à l'heure, on va être un peu plus précis sur le mandat et comment il fonctionne. D'optimisation. Oui, l'idée on en reparle tout à l'heure. Ouais. Donc donner du sens, en fait, c'est respecter tous les acteurs qu'il y a autour de nous, c'est les clients, on va en parler avec des protections qu'on donne, c'est les châteaux, c'est nos partenaires comme toi, en apportant une vraie valeur ajoutée à tout ce bon monde. L'équipe, ça aussi, c'est vrai que c'est une histoire incroyable. Nous, notre démarrage effectif, c'est mars 2015, et depuis, on double chaque année l'encours, et on double effectif quasiment chaque année. Aujourd'hui, il y a une équipe de 17 personnes. Ce qui est important autour de ça, c'est vraiment le comité stratégique. D'ailleurs, j'ai un conseil des sages qui sont les représentants principaux de mes actionnaires. J'ai des personnalités reconnues du monde de l'aérien et du viticole, donc je laisserai aux gens de faire le lien, c'est assez facile, plus d'autres, des gens qui ont des boîtes de côté. Bon bref, je les réunis tous les trimestres, et c'est clé pour prendre les bonnes décisions et avancer, parce que on est ambitieux, on veut être le gestionnaire de la cave des particuliers du monde entier, donc à partir de là, il faut se donner les moyens d'avancer. Qu'est-ce qui nous distingue de nos confrères ? Cette stratégie primeur, on en a parlé, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Sécuriser le prix d'achat grâce à ça. 2, c'est pas tout de vouloir acheter en primeur, il faut avoir ces fameux accès, il faut avoir ces allocations. Et c'est vrai que la percée qu'on a faite sur Bordeaux et en Bourgogne, et même en Vallée-du-Rhône, est juste incroyable. Les courtiers nous disent, mais c'est unique de voir un jeune négociant rentrer comme ça au sein des domaines. Donc c'est beau, c'est qu'on a une vraie reconnaissance des châteaux et qui trouvent notre modèle vraiment, vraiment intéressant et complémentaire des négociants traditionnels. Et 3, c'est aussi notre capacité de revendre les vins à nos clients investisseurs directement auprès des consommateurs finaux. C'est la clé. Donc c'est Wanting, c'est l'Asie, c'est des bouchées qu'il y a derrière.
La protection, donc ça c'est historique. Tu connais voilà, pour toi, on ne serait pas là si tu y avais pas ça. C'est essentiel. Donc le premier, bon, la garantie d'origine, ça c'est vrai que quand bon, voilà, on n'est pas les seuls à l'apporter, mais quand on achète directement la propriété, bon, on l'apporte naturellement. Ça a du sens surtout pour les étrangers. Ça, voilà, l'élément clé, c'est que nos offres d'investissement sont enregistrées par l'AMF, que ce soit le mandat de gestion ou notre offre de private equity derrière. Voilà, le premier point. Mais derrière ça aussi, on a mis aussi des systèmes de contrôle externe, donc avec cet audit KPMG, qui certifie chaque année que lorsqu'on a bien vendu une bouteille à un client, ben, on a bien eu la contrepartie auprès d'un domaine. Voilà, bah, c'est essentiel. Il y a eu des scandales là-dessus, hein, mais je pense que ça, on est peut-être le seul à avoir ce système. Tout ce qui est offre de diversification, effectivement, il y a eu quelques opérations, on va dire, un peu sulfureuses. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir ces garanties-là. C'est même un minimum. En fait, hein, effectivement, c'est important d'avoir cet enregistrement. On a même et l'audit derrière, KPMG. Ça, c'est parce qu'une facture n'est pas un titre de propriété, il faut le savoir. L'audit KPMG est certifie de façon absolue la propriété des bouteilles. Par nos clients, donc, ce qui signifie que aujourd'hui même les bouteilles sont insaisissables en cas de défaut du WAM, donc on pourra aucun créancier pour venir les saisir. Pour aller dans l'entreprise de stockage chercher sa bouteille. Exactement. Et il pourrait y aller avec sa facture, mais il pourrait y aller avec ce certificat KPMG qui a été d'ailleurs parce on l'a reçu la semaine dernière pour le certificat de l'année 2018 et je l'ai envoyé à l'AMF, donc ils l'ont chaque année. Et enfin, bah, aussi quelque chose d'essentiel, c'est la liquidité sur l'actif, sur nos caisses de vin. Bah oui, c'est pas tout de vouloir revendre au retail auprès de nos amis américains, chinois, japonais, etc. Bah, il faut être capable de revendre vite. Et ça, on l'a sécurisé en étant capable de revendre sur les grandes places de marché dans le monde en B2B. C'est un marché à 7 milliards, donc on est vraiment sur un monde de transactionnel. Et l'autre point, c'est la liquidité aussi contractuelle, parce que nos clients peuvent partir à tout moment, sans nous justifier. Nos contrats, il n'y a pas de durée minimum de détention contractuelle. Oui, il y a une recommandation forte de rester 5 à 8 ans, parce que c'est le moment de la valorisation, mais c'est à nous d'avoir la satisfaction pleine et entière de nos clients. Et donc nous, on fera jamais de rétention sur nos clients, nos contractuels, bien même qu'ils soient engagés sur plusieurs années, parce que je te rappelle que les frais de gestion sont basés sur l'engagement et non pas sur l'encours. Donc voilà. D'accord. Les offres maintenant. L'offre de mandat, on va aller un peu plus loin parce que c'est l'objet d'aujourd'hui, qui est une offre qui cible des investisseurs consommateurs. Donc le principe, c'est grâce à un mandat de gestion qui est vraiment très simple, hein, il fait une page. Nous, le client nous mandate pour sélectionner des vins pour son compte, acheter des vins pour son compte, lui livrer les vins ou revendre les vins derrière. On en reparle juste après. Donc investisseur consommateur, parce que le client détient en direct actif, donc il peut en profiter. Ils vont même les transmettre à ses enfants ou ses petits-enfants. C'est assez personnalisable hein, comme mandat d'ailleurs. On peut orienter un petit peu sur la location en fonction des territoires. Ouais. Bourgogne, Bordeaux, choisir un petit peu. C'est comme la gestion d'actifs en fait. On a un cahier des charges qu'on définit au préalable avec nos clients qui dit voilà, je veux avoir que des Bordeaux, je suis pas avoir des Bordeaux, des hors Bordeaux. Je souhaite avoir plutôt des premiers crus classés ou des grands crus bourguignons, ce qu'on appelle nous les Rising Stars. Les Rising Stars qui sont nos chouchous, nos coups de cœur, les grands vins de demain, parce que c'est là-dessus qu'on aime aller. Alors dans tous les cas, c'est d'aller là-dessus, c'est là où les meilleures performances sont possibles sur les Rising Stars. Bah oui, parce que sur les premiers, typiquement cette année on n'a pas encore les prix, mais c'est un très grand millésime 2018. Les premiers crus classés, ils vont être autour de 400 €, voire même un peu plus. Donc la valeur marchande est importante au départ. Donc finalement, il y a une grosse partie de la plus performance qui est captée par le château lui-même. Et c'est vrai que on pense qu'il y a le consommateur dans le monde. La masse globale grandit chaque jour, et notamment ces pays émergents. Donc on est qu'au début, il y a d'autres vins parce que ces produits vont encore continuer à monter, donc ça laisse de la place aux autres parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat pour aller sur ces premiers. Donc l'idée c'est de trouver les nouvelles graines de demain. J'ai un très bon exemple aussi par rapport à ces Rising Stars, c'était la Bourgogne. Ceux qui ont acheté il y a 20 ans les vins la Romanée Conti d'Aubert de Vilaine, les Henri Jaillet, les Armand Rousseau, tous ces grandes stars aujourd'hui. Et l'idée c'est que ceux qui ont les allocations il y a 20 ans, mais clairement ils ne lâchent pas parce que c'est des trésors de guerre. Et nous, l'objectif c'est d'avoir ces nouveaux Rising Stars et de donner accès aujourd'hui à ces nouveaux. Voilà. Donc on les présente pendant les wine tours et les clients nous disent c'est une évidence. Les vins sont extraordinaires, il y a un projet, parce que c'est important aussi d'avoir un projet. Souvent, il y a le bâtiment, le château, aussi, il se prend un petit, il a été
il a été remonté, des projets derrière, il y a une vraie stratégie derrière, il y a une cohérence, et voilà, il y a un territoire parce que c'est la base de tout. Donc c'est Rising Star, c'est clairement un plaisir. Ouais. Deuxième offre, rapidement, on est de private equity, dans laquelle donc nos clients sont finalement actionnaires d'une de nos filiales qui elle détient l'actif. C'est une société qui fait des augmentations de capital tout au long de l'année pour acheter le nouveau millésime en primeur ou les allocations en Bourgogne, le porter, le valoriser et ensuite le commercialiser. Donc le modèle économique est le même, sauf que là, l'investisseur, il est actionnaire. Et donc cette société, et l'avantage c'est qu'on a une carotte fiscale au départ, le TEPA hier, ça rentre aussi dans le PEA, mais également le remploi de la par-cession, 250 OBTR, qui est vraiment, vraiment intéressant pour ce produit. L'objectif c'est de permettre effectivement ces montages fiscaux, de bénéficier de ces réductions d'impôts, et puis le PEA, PEA, PME, permet d'exonérer la plus-value, c'est intéressant. Exactement. Enfin, cette offre retail qui est vraiment le circuit de sortie pour vendre le vin de nos clients investisseurs et notamment notre application mobile, donc là on cible qu'un profil consommateur. Et autour de ça, les expériences, parce que nous c'est ce qu'on aime partager et faire vivre des moments. Donc on a parlé des tournées châteaux, on organise aussi des soirées dégustation avec nos partenaires ou plénières UI, voilà l'élément clé. On revient un peu plus sur le mandat. Sur le mandat de gestion, donc au niveau contractuel, donc c'est très simple, c'est vraiment 2 pages. Là, ce qui est important, c'est de raisonner en engagement, parce qu'il faut diversifier sur les millésimes, et quand on veut se créer une case, c'est aussi intéressant d'avoir plusieurs millésimes consécutifs. Donc vraiment d'aller chercher la durée. Donc pourquoi? Donc les 5 ans, l'avantage, c'est si on investit sur 5 ans, c'est qu'à la 5e année, on revend le premier portefeuille. Avec ça, on peut reconstituer son portefeuille cadre. Donc on a un cercle vertueux de constitution de cadre, et on prend ses plus-values en liquide ou en liquide. Le principe au niveau des montages, donc le mandatif, c'est un mandat de 100 000 euros, par exemple, qu'on peut mettre sur 5 années. Ça fait des appels de fonds de 20 000 euros, sachant que le ticket d'entrée, c'est 10 000 euros par an sur 2 ans, donc c'est un ticket d'entrée de 20 000 euros. On le verra après derrière. Et donc le client, il sait qu'il a par exemple 20 000 euros à investir chaque année, mais on laisse sa facture d'acompte de 20 000 euros, il déboursera plus rien. Dans les 20 000 euros, on a ces fameuses provisions dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a acheté pour 18 700 euros de vin à peu près. Donc, les 1300, c'est les provisions des 3 premières années. Frais de gestion. Des frais de gestion, frais de stockage, pour les 3 premières années. Et après, c'est UI qui avance les frais pour les autres années. Et on fait un solde de tout compte à chaque fois qu'il y a une bouteille qui sort, revendue. Voilà. Maintenant, si on prend juste un portefeuille. Donc, le principe. Donc, suivant le cahier des charges qui a été défini avec le client, donc le mandat, donc on va acheter chaque année les vins, donc là les primeurs à Bordeaux à partir de la semaine prochaine. Au bout de 2 ans, les vins sont mis en bouteille. Ensuite, après, on les expédie au port franc de Genève. C'est très important, ce qui nous permet d'avoir un achat et un stockage en franchise de taxes. Nos clients, ils achètent hors taxe les montants. Et ça, c'est très très important parce que si dans le cas d'une revente, le client il perdrait ses 20% de TVA. Donc on laisse une année en Suisse. Et après, les vins reviennent à Bordeaux, parce que c'est plus facile pour nous pour gérer nos inventaires et surtout pour préparer les commandes retail. Donc c'est plus voilà. Pendant ce temps-là, le client il profite de notre expérience UI, il suit sa valorisation sur son application mobile, il bénéficie de tous nos services derrière. Ensuite, à partir de la 5e année, on va réaliser les arbitrages, donc la revente ou la livraison, et il prend ses plus-values en liquide ou un peu des deux. Voilà l'idée. Plus-value qui d'ailleurs n'est pas imposée jusqu'à 5 000 euros de vente unitaire. Voilà, on est sur à peu près ce milieu. Effectivement, on est sur la fiscalité des biens meubles. Il faut savoir que c'est exactement la même fiscalité que les vins que l'on a physiquement chez soi. Nous, on est juste un prestataire pour gérer pour le compte de tiers. On est propriétaire de bouteilles directement. On n'est pas dans un fonds où il n'y a pas une société. Sur le mandat, on est directement propriétaire des bouteilles. Des actifs, Et donc ça permet d'avoir cette fiscalité avantageuse sur les biens meubles. Et donc, si on fait des ventes unitaires au-dessous de 5 000 euros, il n'y a pas d'obligation de déclaration et donc il n'y a pas d'imposition sur les plus-values. Et d'où le fait aussi d'avoir ces caisses de petite taille, notamment sur les premiers crus classés. Si vous avez en caisse de 6 ou en caisse de 12, vous avez une probabilité importante que le lot soit plus important. Et d'où également le fait d'avoir créé ce modèle retail. Parce qu'on peut justifier d'autant-vente, on peut vendre pour, 10, 20 000 euros par jour de vin, mais ce qui est important, c'est qu'on ait bien un acheteur différent et une date donnée. Le retail est exactement là-dessus. Donc on optimise vraiment la fiscalité comme ça. Pas de prélèvements sociaux non plus? Non plus. Peut-être sur la TVA, la franchise de TVA, on a parlé assez rapidement. Si j'ai bien compris le fonctionnement, on achète hors taxe et on paye la TVA au moment de la vente, mais sur le prix d'achat. Non, on paye pas. Alors non, en fait, la TVA c'est une taxe
sur la consommation. Donc il faut qu'il y ait eu cet acte de livraison. Donc en fait la TVA s'applique au moment de la livraison à terme. Donc à terme, nous l'arbitrage. Donc l'arbitrage, il y a deux choix. Soit le client il nous dit, Yoann, livrez-moi la bouteille. Donc dans ce cas-là, il y a livraison, acte de livraison, donc il y a sortie de cette zone franche. Donc on va lui dire, monsieur le client, où est votre adresse de livraison? Elle est en France. Donc à partir de là, on va facturer la TVA. C'est normal parce que la finalité, c'est la récupération pour chez soi. Donc nous, on considère que c'est de la consommation. Sur la valeur d'achat ou au moment de la sortie? Et sur la valeur d'achat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apporte un effet de levier sur la TVA grâce à ça. Parce que on a un prix d'achat compétitif. Imaginons que la bouteille, on l'a acheté 100. Le client a acheté 100, elle vaut 150 sur le marché au bout de, je sais pas, de 7 ans. Ben le client va payer la TVA sur les 100, donc ça veut dire qu'il y a 20 points de TVA, alors que s'il aurait payé sur les 150, il aurait eu 30 points de TVA. 30 moins 20, ça fait 10. 10, vous avez quasiment payé tous vos frais, vous avez payé au moins la moitié de vos frais de gestion et de stockage sur toutes ces années-là. Donc il y a une économie virtuelle par rapport à cet effet du TVA qui est intéressante. Donc même pour la consommation, c'est intéressant. Et dans le cas de la revente, donc le client dit je veux revendre le vin, on ne le livre pas. Donc la TVA va concerner le nouvel acquéreur. Il est étranger, il a un Hong Kong, peu importe, c'est lui qui va s'occuper de la TVA. La TVA au taux de son pays. Alors. Comment? Au taux du pays de résidence. Voilà. Et il peut être français, c'est lui qui va payer les TVA sur le prix de vente. Donc, ce qui permet dans le cas d'une revente d'avoir aucun impact négatif de la TVA. C'est une belle optimisation aussi du. C'est même essentiel. Sinon, on commence l'investissement avec moins 20 points. Donc ça, plus le fait qu'on revende dans des meilleures conditions, à peu près au moins 30 points, parce que les seuls choix pour une revente dans le cas d'un particulier, c'est les ventes aux enchères. Et je peux te dire que les ventes aux enchères, ça n'a d'intérêt que pour l'acheteur. Le vendeur, les prix sont vraiment bas. Donc, alors que nous, on reste dans un circuit pro. On sait qu'on a sa cave à Bordeaux dans des conditions optimales. Et donc, ça permet vraiment de se laisser au dernier moment le choix de dire, voilà, j'ai un besoin, je vais boire. Je vais revendre, donc je vais transmettre à mes enfants qui, eux, se resteront dans ce circuit-là. Donc, parce qu'après, et eux, ils pourront choisir de dire je bois ou je revends derrière. Ça peut faire l'objet d'un présent d'usage, par exemple, ces outils-là. Exactement. Alors, pour le présent d'usage, on peut faire du démembrement, du propriété aussi. Exactement. Alors, là, il faut être sur des montants importants parce que le notaire, en général, quand il voit la cave en cas de décès, il va regarder quel est le patrimoine cave par rapport au patrimoine global. En général, c'est plutôt marginal, donc il dit les enfants, vous faites un split entre vous et voilà. Mais dans le cas d'investissement important, effectivement, le démembrement est intéressant. Donc là, parce que le jour du décès, et surtout il faut consommer maintenant, parce que le jour du décès, le notaire va constater qu'il y a un appauvrissement de la cave, donc il va y avoir une créance de restitution sur les vins qui ont été consommés. D'accord. Donc c'est plutôt intéressant dessus. Et le présent d'usage, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est offrir des caisses de vin. Ça a plus de sens que de donner un chèque. De nombre des caisses de vin, ça a beaucoup plus de sens que voilà. On a fait le tour sur la présentation. T'as d'autres questions? Il y en a peut-être eu qui étaient indiquées. Alors, c'est une petite question. Est-ce que les sociétés peuvent investir éventuellement sur ce mandat-là? Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas que pour les particuliers? Non, on en a d'ailleurs beaucoup. Les holdings personnels, les sociétés civiles. Maintenant, aujourd'hui, il faut arrêter de faire des sociétés civiles immobilières. Il faut enlever le i, il faut faire la société civile tout court, qui peut avoir de l'immobilier ou des valeurs immobilières, comme le mandat. Autant s'ouvrir des portes derrière. On a aussi d'autres personnes avec leur société qui achètent, des professions libérales aussi. Après c'est à eux de voir avec leur comptable comment monter tout ça, mais bien entendu c'est possible. On peut placer de la trésorerie prise sur ce modèle-là. Ouais. Ça ouvre pas mal de portes. Ça ouvre pas mal de portes, ouais. Les performances, oui, si vous avez un petit slide sur les performances historiques, ça c'est vraiment intéressant. Il y a eu des très très belles performances sur des... Alors les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça on est... Comment je fais? Est-ce que je peux l'avoir là? Ça c'est la base de tout. Notre objectif c'est vraiment c'est une performance nette annuelle de 5%. On veut vraiment rester là-dessus. Nos track records sont bien au-delà de ça, donc c'est plutôt bien. Donc le schéma que vous voyez tous, je vais vous le présenter. Donc c'est réalisé à date des performances UI. Donc il y a du latent, mais il y a du réalisé. Parce que les petits triangles qui correspondent aux millésimes 2008 et 2009
sont les portefeuilles entièrement désinvestis, sous lesquels on a eu le maximum de potentiel. Les autres, il peut y avoir un mix entre un peu de revente et du latent, sachant que sur le latent, on est extrêmement prudent parce qu'on nous on cote sur les marchés professionnels, puis on cote même de 8%, donc on est vraiment très très prudent sur le latent. Les croix, c'est notre benchmark avec le LiveX. Donc c'est un des indices LiveX, il s'appelle le LiveX Fine 100, donc 100. C'est un indice qui va prendre la performance des 120 les plus tradés sur l'année passée. Bon, un peu facile, hein, a priori les 20 les plus tradés, c'est ceux qui ont pu performer. Donc c'est très bien, c'est un benchmark qui est plutôt haut, donc déjà ceux qui sont au-dessus, au niveau du LiveX, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que avant les 4 premières années, le LiveX est au-dessus de nous. Bon, on reste sur le millésime 2015 et 2014. Sachant que derrière, le LiveX, c'était une performance de livrable, et non pas de primeur. C'est la raison, donc ça veut dire qu'il prend une date donnée, les 20 les plus tradés, alors que nous, c'est les 14 et les 15, c'est des jeunes millésimes, ils sont pas encore bien échangés, donc c'est normal. On a vu tout à l'heure que c'était une courbe qui s'accélérait, qui était une courbe en forme de carré, donc on le voit également là. Donc sur le court terme, clairement, le LiveX qui est tout à fait normal, donc l'investissement dans les 20 livrables rapporte plus, mais attention au retournement de marché, et on va en parler derrière. Par contre, à partir de la 4e année, on voit que le 2013, ça y est, nous on a couvert, on est déjà au niveau, et sinon après, on l'explose. On est largement au-dessus. Ça veut dire qu'à partir de 5 ans, on est largement au-dessus et on montre bien que notre modèle primeur a tout son sens et surtout une capacité de sélection est là. Si on prend maintenant l'année 5, là, on voit 2 points, le 2008 et donc son homologue du LiveX qui est plus bas, qui est proche de 0, alors que nous, on a offert du 27% brut annuel. Nos clients, ils ont fait du 24% net annuel sur une durée d'investissement de 5 ans. C'est extraordinaire. Ils ont un peu plus que doublé le capital. Ah ouais, largement, ouais, largement, ils ont fait. Et 2009, tu vois que le 2009, nos clients, ils ont fait donc du 14% brut annuel, ce qui fait quasiment du 10% net annuel sur une durée de 6 ans. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'écart entre notre performance en 2009 avec le LiveX qui est négatif, qui était à moins 2%. À l'époque, donc, au niveau des reventes, le 2008 était vendu en 2014 et le 2009 était vendu en 2016. C'était effectivement ce cycle un peu en deçà, rattrapage de guise financière dans le monde du vin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous, on a réussi à tenir, que nos modèles primeurs a tenu. Certes, on avait vendu 6 mois plus tôt, on aurait peut-être gagné plus, mais surtout, on voit, ceux qui ont investi dans les livrables, ils ont perdu de l'argent. Alors que nous, on fait des belles performances derrière. Donc on est beaucoup plus robuste vis-à-vis des volatilités de marché. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec les fameuses courbes. Voilà. Donc des performances vraiment très, très intéressantes qui sont tenues. Et là, on n'avait pas encore le modèle retail. Le modèle retail, ça fait que depuis avril l'année dernière qu'on a lancé ça. Donc il y a eu des 11, des 10 qui ont été un peu vendus vers le retail. C'est juste le démarrage et c'est le début. Votre objectif de performance, c'est quoi sur les années qui viennent? Bon, moi je veux qu'on reste prudent, on reste sur les 5% net annuel. C'est vraiment l'objectif. Que pour moi, le private equity aussi, c'est aller chercher 5% de rendement pour nos investisseurs. Je préfère annoncer des bonnes nouvelles en disant on a fait ce qu'on voit au 2011 par exemple, qui lui, on n'aura pas de 5% sur le millésime 2011. C'est pour ça qu'il faut diversifier sur les millésimes. On aura peut-être du 2, 3 et on sera très content. Mais voilà, il faut restons à 5. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu des risques également? On a parlé des performances, mais c'est important toujours de préciser quels sont les risques des investissements. Oui, bien sûr. C'est la liquidité. Pour moi, c'est le risque le plus important. C'est-à-dire dans ce type d'investissement, c'est comment je vais sortir derrière. C'est pour ça qu'on a vraiment travaillé d'abord le B2B pour sécuriser ça. Mais pour moi, c'est le principal risque. Après, on est sur des placements aussi. Après, c'est pas notre cas chez nous, mais on est sur des placements alternatifs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Il faut savoir que tous ceux qui font des placements alternatifs doivent être aujourd'hui, depuis la loi 5.2, enregistrés ou avoir leurs offres enregistrées par l'AMF. Clairement, tout le monde n'est pas. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que dans le mandat, c'est vraiment. On va parler de Grand Cru où on a réussi à apporter de la liquidité sur un investissement dans une société non cotée. Mais il faut qu'il y ait du plaisir derrière. Et cette volonté pour nous d'aller sur le terrain, de montrer à nos clients les châteaux, nos stratégies de revente, tous nos développements, c'est vrai que ce qui s'inscrit dans une histoire, c'est beaucoup mieux. Il faut comprendre aussi les effets millésimes, c'est pas un investissement à 5 ans et un jour. C'est un investissement à partir de la 5e année qui peut être un peu plus tôt, mais qui peut être aussi
plus tard, parce qu'il y a une vraie corrélation entre la prise de valeur du vin et le millésime, la capacité du millésime à être consommable. C'est pour ça qu'un 2009 et 2010, on voit sur l'écran, sont des deux millésimes extraordinaires. Le 2010, on voit qu'il s'est quand même bien moins valorisé que le 2009. Tout simplement, c'est que le 2009 s'est bu beaucoup plus tôt. Le 2010, il commence à peine à être consommable, et c'est un millésime extraordinaire. Et donc voilà, donc il y a deux histoires différentes, et c'est aussi ça intéressant pour les clients, c'est que ils rentrent dedans, ils comprennent, et on leur explique ça. La période de sortie idéale n'est pas forcément la même chaque année. Et non. Il ne faut pas hésiter à être un petit peu patient. Et voilà, exactement. Ouais. Ce qui nous ramène à notre risque de liquidité. Si le marché est pas bon, il faut mieux attendre un peu. Alors ça c'est le vin, donc au niveau de risque, le vin quand il est c'est des cycles de 10 ans en général, mais c'est des cycles structurels. Hein. Il y a 3000 ans, les humains consommaient du vin. Aujourd'hui, on consomme du vin. Dans 3000 ans, il y a des gens consomment du vin. Ça n'est pas sur des trucs, des ruptures technologiques. Il n'y a pas ça. C'est plutôt des modèles nouveaux de marché, des crises extérieures effectivement qui peuvent impacter ça, mais on n'est pas impacté par ça. Le vin, on consommera toujours derrière. Dans un contexte de marché difficile, c'est vrai que le vin a tendance à être illiquide. Donc on a beau baisser, ça sert à rien. Faut attendre. Faut attendre parce que tout simplement, c'est que les gens n'achètent pas. Ils n'achètent plus s'ils n'achètent pas. Voilà. Donc il faut aussi être patient dans les moments difficiles. Voilà. D'accord. On arrive au bout du timing, a priori, pour la présentation. On parlera une prochaine fois donc, de Yuan Grand Cru. On parlera la prochaine fois de Yuan Grand Cru. En tout cas, vous pouvez retrouver la retransmission sur la chaîne YouTube pendant quelques temps. On aura l'occasion de se revoir. A priori, on avait dit qu'on présenterait la partie Yuan Grand Cru, les titres également pour la rentrée de septembre. Être un peu la période où ce sera intéressant pour les gens de regarder les offres de défiscalisation. Et pour notre part, on va essayer de vous en proposer une autre probablement le mois prochain, a priori avec Novaxia. Donc voilà. En tout cas, on vous remercie pour tous ceux qui ont assisté à cette présentation. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, ou vers Thomas si l'offre vous intéresse pour devenir actionnaire de Yuan Grand Cru. Merci beaucoup. À bientôt.